Il y a une personne dans ta vie, ou peut-être dans ton passé, avec qui tu as tout partagé. Pas seulement les bons moments. Pas seulement les grandes joies ou les vacances dont tu gardes les photos. Tout. Les nuits où tu ne dormais pas. Les doutes que tu n'osais dire à personne d'autre. Les versions de toi-même que tu montrais seulement quand toutes les défenses étaient tombées. Les colères que tu n'aurais jamais laissées sortir devant quelqu'un d'autre. Les larmes que tu aurais ravalées n'importe où ailleurs, mais pas là, pas avec elle, pas avec lui. Vous avez tout vécu ensemble. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose s'est brisé, ou s'est éloigné, ou s'est transformé en quelque chose d'indéfinissable, ni vraiment présent, ni vraiment absent, juste là, flottant quelque part entre ce que vous étiez et ce que vous ne savez plus comment être l'un pour l'autre. Et toi, tu fais quelque chose de très humain avec ça. Tu essayes de clore. Tu essayes de mettre cette histoire dans une boîte, de poser un mot dessus, de décider que c'est terminé, ou que c'est survécu, ou que tu as guéri. Parce que le monde t'a appris que les choses se terminent, que les gens se séparent, que l'on continue, que le temps efface, que la vie va de l'avant. Mais il y a une chose que le monde ne t'a pas appris, une chose que Carl Jung avait comprise avec une profondeur qui encore aujourd'hui nous dépasse. Deux personnes qui ont vraiment tout vécu ensemble ne se séparent jamais complètement. Pas parce qu'elles n'essaient pas parce qu'elles sont faibles ou incapables de tourner la page, mais parce que quelque chose de structurellement différent se passe entre deux êtres qui se sont vraiment vus, qui ont vraiment traversé ensemble, qui ont été témoins l'un de l'autre dans les endroits où personne d'autre n'avait accès. Ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes, ce n'est pas une histoire romantique sur les âmes sœurs ou le destin. C'est quelque chose de plus exigeant que ça, et finalement de bien plus utile. C'est une compréhension réelle de ce qui se passe psychologiquement quand deux êtres humains se sont construits l'un avec l'autre, l'un à travers l'autre, et pourquoi cette construction ne disparaît pas simplement parce que la relation, elle, a changé de forme. Ungeheu. Ce que signifie vraiment tout vivre ensemble. Commençons par regarder en face ce que ces mots veulent réellement dire. Parce que tout vivre ensemble, ce n'est pas simplement une question de durée. On peut passer des années avec quelqu'un sans jamais vraiment tout vivre ensemble. Et on peut traverser quelques mois ou quelques années intenses avec une personne et avoir tout vécu avec elle au sens le plus profond du terme. Tout vivre ensemble, c'est avoir été présent l'un pour l'autre dans les moments de transformation. Ces moments où une personne cesse d'être qui elle était pour devenir qui elle est maintenant. La perte d'un parent, la découverte de quelque chose sur soi-même qui change tout, l'échec qui remet en question tout ce qu'on croyait, la réussite qui fait peur autant qu'elle réjouit, la maladie, la guérison, la période de vie où l'on ne reconnaît plus la personne qu'on était 6 mois plus tôt. Quand quelqu'un est là, vraiment là, pendant ces moments-là, il ne reste pas à l'extérieur de toi. Il entre dans ta structure psychologique. Il devient une partie de l'architecture invisible qui te construit. Jung aurait dit qu'il devient une présence dans ton inconscient. Non pas comme un simple souvenir, mais comme une force active, une référence intérieure, un point de repère que ta psyché continue d'utiliser, même quand la personne n'est plus physiquement présente. C'est pour cela que la séparation avec quelqu'un avec qui on a tout vécu ne ressemble pas à la séparation ordinaire. Ce n'est pas comme perdre un ami avec qui on avait peu d'intimité. Ce n'est pas comme se séparer de quelqu'un que l'on n'a jamais vraiment laissé entrer. C'est comme essayer de retirer une partie d'une fondation. On peut y travailler. On peut reconstruire autour, mais la trace de ce qui était là demeure dans la structure. Jung avait un mot pour désigner ce phénomène. Il parlait d'imago, une image intérieure d'une personne significative qui continue à vivre et à opérer dans notre inconscient bien au-delà de la présence réelle de cette personne dans notre vie. L'imago n'est pas une simple photographie mentale, c'est une représentation dynamique, chargée d'affect, de sens, de mémoire émotionnelle. Et cet imago,
une fois formée par une relation d'une vraie profondeur, ne s'efface pas. Elle se transforme, elle évolue, elle prend d'autres formes, mais elle reste. Deverdurf. Pourquoi le cerveau ne sait pas faire la différence entre avant et maintenant? Voici quelque chose que la psychologie moderne et la neuroscience ont confirmé de façon indépendante ce que Jung avait observé cliniquement, sans avoir accès à l'imagerie cérébrale ni aux outils que nous avons aujourd'hui. Le cerveau humain encode les relations profondes d'une manière fondamentalement différente des autres expériences. Quand tu vis quelque chose d'intense avec quelqu'un, quelque chose qui mobilise à la fois tes émotions, ton corps, ta cognition et ton sens de l'identité, cette expérience ne se stocke pas simplement dans la mémoire comme une donnée parmi d'autres. Elle se grave dans ce que les neuropsychologues appellent la mémoire implicite. Cette couche de la mémoire qui n'est pas consciente, qui n'est pas narrative, qui n'est pas « je me souviens que », mais qui est dans ton corps, dans tes réflexes, dans la façon dont tu réagis aux situations similaires, dans la façon dont tu te comportes quand tu baisses ta garde. Et cette mémoire implicite, elle ne sait pas que du temps a passé. Elle ne sait pas que la relation a changé. Elle ne sait pas que tu as décidé de tourner la page. Elle sait seulement ce qu'elle a encodé. Et ce qu'elle a encodé, c'est la présence de cette personne comme une donnée fondamentale de ton environnement psychologique. C'est pour cela que tu peux avoir passé des mois sans penser consciemment à quelqu'un et qu'une chanson, une odeur, une lumière particulière à une certaine heure du soir te ramène à lui ou elle avec une immédiateté qui te désoriente. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la dépendance, c'est simplement que ton cerveau fait son travail. Il maintient actives les traces des expériences les plus significatives de ta vie parce que c'est comme ça qu'il te maintient en vie et en cohérence avec toi-même. Jung parlait de cela en termes de complexe. Pour lui, un complexe n'était pas quelque chose de négatif ou de pathologique en soi. Un complexe est simplement un ensemble de représentations, d'émotions et de mémoires chargées d'affects qui gravitent autour d'un noyau central et qui opèrent de façon relativement autonome dans l'inconscient. Et les relations profondes créent invariablement des complexes. Non pas parce que quelque chose s'est mal passé, mais parce que quelque chose de vraiment important s'est passé. Ce que la présence de l'autre a fait à ton sens de toi-même. Il y a un aspect de cette question que l'on évite souvent parce qu'il est le plus dérangeant. Ce n'est pas seulement que cette personne a compté pour toi, c'est que cette personne a participé à la construction de qui tu es. Et ça, c'est quelque chose dont il est très difficile de se séparer parce que c'est littéralement une partie de toi-même dont il faudrait se séparer. Pense à la façon dont nous nous construisons en tant qu'individus. Nous ne nous construisons pas seuls. Nous nous construisons en interaction. Nous nous construisons en étant vus, en étant nommés, en étant reflétés par les autres. Et les personnes qui nous ont vraiment vus, qui ont vraiment nommé quelque chose en nous, qui nous ont vraiment réfléchi à nous-mêmes, ont contribué à notre existence psychique d'une façon que nous ne pouvons pas simplement défaire. Quand quelqu'un qui a tout vécu avec toi te dit quelque chose sur toi-même, quelque chose qu'il a vu parce qu'il était là dans des moments où personne d'autre n'était là, cette information entre dans ta structure identitaire d'une façon particulière. Elle a une autorité que les autres mots n'ont pas, une résonance que d'autres personnes ne peuvent pas produire de la même façon, parce qu'elle est validée par l'expérience partagée, par la traversée commune. Jung parlait du rôle du témoin dans la construction de l'individu. Il observait que la présence d'un autre qui nous voit réellement, qui est capable de tenir la complexité de qui nous sommes sans simplifier, sans juger, sans détourner le regard devant les parties difficiles, cette présence a un effet transformateur sur la psyché. Elle permet à des aspects de soi de se déployer qui n'auraient pas pu le faire sans ce regard. Et quand ce témoin-là disparaît, ou quand la relation avec lui change fondamentalement, ce n'est pas simplement quelqu'un qui sort de ta vie. C'est une partie du contexte dans lequel certaines parties de toi existaient.
Et ces parties-là doivent trouver comment continuer à exister autrement, ce qui est un travail réel, un travail psychologique véritable, pas quelque chose que l'on fait simplement en décidant d'aller de l'avant. Le paradoxe de l'identité partagée. Voici quelque chose de profondément déstabilisant que ceux qui ont vraiment tout vécu avec quelqu'un connaissent souvent sans pouvoir le formuler. Il y a des parties de toi-même que tu ne connais qu'à travers le regard de cette personne, des capacités, des aspects, des dimensions de toi que cette relation spécifique a fait émerger et que tu n'as peut-être jamais expérimenté ni avant ni depuis de la même façon. La version de toi qui existait dans cette relation, la version de toi qui était vue par ces yeux-là, qui se déployait dans ce contexte-là, qui était possible grâce à cette alchimie particulière, cette version de toi ne disparaît pas quand la relation change. Mais elle se retrouve sans ancrage, sans le contexte qui lui permettait d'exister pleinement. Et c'est une des formes les plus subtiles et les plus profondes de deuil dans la séparation. Pas seulement le deuil de l'autre, le deuil de la version de soi que l'on était avec l'autre. Cette version plus légère, ou plus courageuse, ou plus créative, ou plus entière, qui n'existait peut-être que dans cet espace particulier que vous aviez créé ensemble. Jung aurait dit que c'est précisément là que réside le travail psychologique le plus important. Non pas trouver comment oublier l'autre, mais trouver comment réapproprier en soi ces parties qui avaient d'abord été activées par la relation. Comment continuer à être cette version de soi-même sans que la présence de l'autre soit nécessaire pour la soutenir? Comment intégrer ce que la relation a révélé de soi de façon à ce que ça devienne une acquisition permanente et non une dépendance? Ce n'est pas un travail rapide. Et c'est un travail que personne ne peut faire à ta place. Mais c'est peut-être la chose la plus précieuse que les grandes relations nous laissent. Non pas leur continuation indéfinie, mais la connaissance de soi qu'elles ont rendue possible. Ida. Pourquoi passer à autre chose ne fait pas ce qu'on croit? Notre culture a une solution à proposer pour tout ce que je viens de décrire. Elle s'appelle « passer à autre chose », aller de l'avant, tourner la page, se réinventer, ne pas rester bloqué dans le passé. Et cette solution est présentée avec une confiance remarquable, comme si elle était évidente, comme si elle suffisait, comme si le problème de l'attachement profond était simplement un problème de volonté ou de perspective. Jung aurait souri à cette proposition, pas avec mépris, mais avec la patience de quelqu'un qui a passé des décennies à écouter ce qui se passe réellement dans la psyché humaine, quand elle essaie d'appliquer ses injonctions culturelles à des réalités beaucoup plus complexes. Parce que passer à autre chose, au sens où on l'entend généralement, au sens d'effacer, de remplacer, d'ignorer ce qui a été, ne correspond pas à la façon dont la psyché fonctionne. La psyché ne s'efface pas. Elle ne remplace pas. Elle accumule. Elle intègre. Elle transforme. Et les tentatives de forcer un effacement que la psyché n'est pas prête à opérer produisent exactement ce qu'elle cherchait à éviter. Ce que beaucoup appellent « être bloqué dans le passé » est souvent en réalité un refus de l'inconscient d'abandonner un travail non terminé. C'est l'inconscient qui insiste pour que quelque chose soit compris, intégré, transformé avant de pouvoir réellement évoluer. Et plus on force le passage à autre chose, plus on résiste à ce signal, plus l'inconscient amplifie sa demande. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le passé. Cela ne veut pas dire qu'il faut ressasser indéfiniment. Cela veut dire qu'il y a une différence fondamentale entre aller de l'avant parce qu'on a véritablement traversé quelque chose et aller de l'avant parce qu'on a décidé de prétendre que c'était traversé. La première façon laisse quelque chose de solide derrière soi. La deuxième laisse une dette psychologique qui sera réclamée plus tard, sous une autre forme, dans une autre relation, dans un autre contexte. Muvaveur. Ce que Jung appelait l'individuation et pourquoi les grandes relations y jouent un rôle irremplaçable. L'individuation était le concept central de toute la vision de Jung. C'est le processus par lequel un individu devient progressivement, au fil de sa vie,
plus pleinement lui-même, plus entier, plus intégré, plus conscient de la totalité de ce qu'il est, y compris les parties qu'il aurait préféré ignorer. Ce processus ne se fait jamais en isolement. Il se fait toujours en interaction, toujours en relation. Et certaines relations jouent un rôle dans ce processus qui est qualitativement différent des autres. Ce sont les relations qui nous forcent à rencontrer des parties de nous-mêmes que nous n'aurions pas rencontrées autrement. Les relations qui nous mettent face à nos limites, à nos peurs, à nos capacités insoupçonnées, à notre propre profondeur. Les relations dans lesquelles on a tout vécu ensemble ont presque toujours cette qualité. Elles ont servi de creuset à une transformation. Elles ont été le contexte dans lequel quelque chose d'essentiel s'est développé, révélé ou brisé pour se reconstruire différemment. Et cette fonction dans le processus d'individuation, une fois qu'elle a été remplie, ne peut pas être effacée. Elle a eu lieu. Elle a produit des effets réels sur qui tu es. Et ces effets continuent à te constituer, que tu le reconnaisses ou non, que la relation soit encore active ou non. C'est pour cela que deux personnes qui ont tout vécu ensemble ne se séparent jamais complètement. Pas parce qu'un lien mystique et indissoluble les unit pour toujours, mais parce qu'elles font partie l'une de l'autre au sens psychologique le plus concret du terme. Elles ont participé à la construction l'une de l'autre. Et cette participation ne peut pas être annulée par une décision, un déménagement, un silence ou le passage du temps. Buzzeux. Les formes que prend la non-séparation. Il faut être précis ici, parce que ne jamais vraiment se séparer peut être mal compris, peut être romantisé, peut être utilisé comme une raison de ne pas accepter la réalité d'une relation qui ne peut plus être ce qu'elle était. Ce n'est pas ce que Jung voulait dire. Et ce n'est pas ce que je veux dire. La non-séparation dont il s'agit ne se produit pas dans le monde extérieur. Elle ne se produit pas dans les actions, dans les appels téléphoniques, dans la présence physique. Elle se produit dans la psyché, et elle se manifeste de façon très concrète. Elle se manifeste dans la façon dont tu choisis tes relations suivantes. Consciemment ou non, les personnes avec qui tu as tout vécu ont établi des références, des standards, des schémas que ton inconscient utilise pour évaluer les nouvelles connexions. Parfois en cherchant la même chose, parfois en cherchant exactement le contraire, mais toujours en référence. Elle se manifeste dans la façon dont tu te comprends toi-même. Les mots que quelqu'un qui t'a vraiment vu a dit sur toi continuent à opérer dans ta façon de te percevoir. Les regards qu'il a portés sur toi habitent quelque part dans l'image que tu as de toi-même. Les moments où il ou elle t'a cru capable de quelque chose que tu n'avais pas encore vu en toi ont contribué à rendre ces capacités réelles. Elles se manifestent dans les rêves. Jung accordait une importance extraordinaire aux rêves comme langage de l'inconscient. Et il observait que les personnes qui ont tenu une place significative dans notre vie continuent à apparaître dans les rêves bien après que la relation ait changé, non pas comme de simples souvenirs, mais comme des personnages actifs, porteurs de sens, indicateurs de quelque chose que l'inconscient est en train de travailler. Elle se manifeste dans ces moments de synchronicité dont Jung a décrit le mécanisme avec une précision qui reste troublante. Ces moments où tu penses à quelqu'un avec une intensité particulière et où quelque chose dans le monde extérieur semble y répondre. Un signe de vie inattendu, une rencontre improbable, une coïncidence trop chargée de sens pour être simplement ignorée. Jung ne voyait pas ces moments comme surnaturels. Il les voyait comme l'expression d'une résonance psychique réelle entre deux êtres dont les inconscients sont encore engagés dans un même mouvement de transformation. 2. Le danger de la fausse clôture. Il y a quelque chose que les gens qui ont tout vécu ensemble font parfois et qui complique profondément leur capacité à aller véritablement de l'avant. Ils cherchent une clôture formelle, un moment ou une conversation ou un geste qui marquerait officiellement la fin, qui autoriserait le deuil, qui donnerait la permission de commencer à oublier. Et quand cette clôture formelle ne vient pas, ou quand elle vient mais ne produit pas les effets espérés,
Il conclut qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux, que leur douleur est excessive, que leur attachement est inapproprié, que leur incapacité à simplement tourner la page est une pathologie. Jung aurait dit que cette recherche de clôture formelle, bien qu'humaine et compréhensible, part d'une mauvaise compréhension de ce qu'une relation profonde est et de ce que la séparation d'une telle relation demande réellement. La clôture dans une relation ordinaire peut être événementielle. Elle peut se passer lors d'une dernière conversation, dans une lettre, dans un geste symbolique. Mais la clôture psychologique d'une relation dans laquelle on a tout vécu ensemble n'est pas un événement. C'est un processus long, non linéaire, parfois douloureux, qui se déroule dans l'espace intérieur bien plus que dans le monde extérieur. Et ce processus ne peut pas être forcé. Il ne peut pas être accéléré par la décision. Il ne peut pas être précipité par la raison. Il se fait à son propre rythme, selon ses propres lois, et il exige simplement d'être accompagné avec honnêteté plutôt que combattu avec de la volonté. La fausse clôture, celle que l'on s'impose parce que le monde nous dit que nous devrions être passés à autre chose, crée quelque chose de particulièrement difficile. Elle crée une double vie psychique, une vie de surface où l'on fait semblant que c'est terminé, et une vie souterraine où l'inconscient continue son travail, parfois dans la culpabilité, parfois dans la honte de ne pas être guéri comme on le devrait, parfois dans une douleur silencieuse que l'on ne sait plus comment nommer parce qu'on s'est convaincu qu'elle n'était plus légitime. De Beauvoir, ce que signifie vraiment intégrer une relation. Le mot intégrer est souvent utilisé dans les contextes de développement personnel avec une légèreté qui le vide de son sens réel. On dit « j'ai intégré cette expérience » comme si c'était quelque chose que l'on décidait, quelque chose que l'on faisait consciemment en quelques séances de thérapie ou quelques semaines de travail sur soi. Pour Jung, l'intégration psychologique était une entreprise de toute une vie. Et dans le contexte des grandes relations, intégrer une expérience, une personne, une connexion, c'est quelque chose de précis et d'exigeant. Intégrer, c'est d'abord regarder sans détourner les yeux. Regarder ce que cette relation a vraiment été. Pas la version idéalisée ni la version démonisée, mais la réalité complexe, contradictoire, humaine de ce que vous avez vécu ensemble. Ce que vous avez apporté l'un à l'autre. Ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de moins bien. Ce que la relation a rendu possible et ce qu'elle a empêché. Cette vision sans filtre est douloureuse parce qu'elle demande de renoncer au récit simplifié qui nous protège, le récit du paradis perdu ou le récit de la mauvaise expérience dont on s'est sorti. Intégrer, c'est ensuite reconnaître ce qui en toi a été formé, transformé ou révélé par cette relation. Ce que tu es maintenant et que tu ne serais pas de la même façon sans elle. Ce que tu as appris sur toi-même, sur tes limites, sur tes forces, sur tes besoins, sur ta façon d'aimer, sur la façon dont tu te comportes quand tu as peur ou quand tu es pleinement présent. Intégrer, c'est enfin réapproprier en soi ces parties qui avaient d'abord besoin de la relation pour exister. Trouver comment continuer à être cette version de toi qui était possible dans cet espace, sans que la présence de l'autre soit nécessaire pour la maintenir. C'est le moment où la relation, même si elle n'est plus ce qu'elle était, a véritablement accompli sa fonction dans ton processus d'individuation. Et ce moment-là, quand il arrive vraiment et pas simplement comme décision consciente, mais comme réalité psychique vécue, produit quelque chose de remarquable. Non pas l'oubli, non pas l'indifférence, mais une forme de gratitude tranquille, une reconnaissance de ce que cette personne et ce que vous avez vécu ensemble ont contribué à qui tu es, porté sans douleur, sans nostalgie envahissante, sans regret paralysant. Simplement comme une vérité sur ta vie. Ce que Jung pensait de la permanence du lien psychique, Jung avait une façon de parler de ce qui reste entre deux personnes qui s'est révélé, avec le temps, profondément vrai pour beaucoup de ceux qui ont vécu des connexions profondes.
Il parlait d'un lien qui se crée dans la psyché lors des rencontres véritables, un lien qui n'est pas de l'ordre de la sentimentalité, ni de la dépendance, ni du refus d'accepter la réalité. Il s'agit de quelque chose de plus fondamental. Deux êtres qui ont vraiment été témoins l'un de l'autre, qui ont été présents dans les moments de transformation l'un de l'autre, qui ont contribué à la construction l'un de l'autre, partagent quelque chose dans leur structure psychique. Ils ont participé l'un à l'inconscient de l'autre. Et cette participation ne s'efface pas. Elle se transforme, comme tout ce qui est vivant. Elle prend d'autres formes. Elle change de charge émotionnelle. Elle devient moins urgente, moins douloureuse, moins envahissante avec le travail et le temps. Mais elle reste dans l'architecture. C'est pour cela que certaines personnes qui ne se voient plus depuis des années, qui ont construit des vies entières séparément, qui n'ont plus aucun contact, se retrouvent néanmoins parfois liées par quelque chose qu'elles reconnaissent immédiatement quand elles se croisent à nouveau. Non pas la même relation qu'avant, mais quelque chose de la connexion initiale, quelque chose qui n'a pas été détruit par le temps, ni par la distance, ni par tout ce qui a changé. Ce quelque chose, c'est la trace de tout ce qu'ils ont vécu ensemble dans leur structure psychique commune. Pourquoi cette vérité est libératrice et non pas une prison? Je veux m'arrêter sur ce point parce qu'il est essentiel et parce qu'il est possible de mal comprendre tout ce qui vient d'être dit. Comprendre que deux personnes qui ont tout vécu ensemble ne se séparent jamais complètement au niveau psychique. Cela peut sonner comme une condamnation, comme si on était lié pour toujours à quelqu'un qu'on ne peut plus ou ne veut plus avoir dans sa vie. Comme si l'intensité passée continuait à exercer un pouvoir indéfini sur le présent. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et ce n'est pas ce que Jung voulait dire non plus. Ce qu'il voulait dire, et ce que cette compréhension peut offrir si on l'accueille correctement, c'est une permission. La permission de ne pas avoir à effacer. La permission de ne pas avoir à prétendre que ça n'a pas eu lieu ou que ça ne compte plus. La permission de porter cette relation, ce qu'elle a été, ce qu'elle a construit, ce qu'elle a brisé et réparé, comme une partie réelle de ton histoire, sans culpabilité, sans honte, sans sentiment d'être anormal. Et cette permission libère quelque chose d'important. Quand on cesse de lutter contre le fait que cette personne occupe une place dans sa psyché, quand on cesse de dépenser de l'énergie à essayer de déloger ce qui ne peut pas être délogé par la force, on peut commencer à faire quelque chose de beaucoup plus utile. On peut travailler à comprendre ce que cette place révèle. On peut travailler à intégrer ce que la relation a apporté. On peut travailler à devenir la version de soi qui peut porter cet héritage avec légèreté, plutôt que de s'y noyer ou de le fuir. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là, quand on cesse de lutter contre la présence intérieure de l'autre, que la relation trouve naturellement sa juste place. Non plus au centre de tout, absorbant toute l'attention et toute l'énergie. Mais quelque part dans la vie psychique, à sa vraie place, comme une partie de l'histoire de qui on est. Importante, réelle, mais plus paralysante. Ce que ça change dans la façon d'aimer après. Il y a une question que beaucoup de gens se posent sans vraiment l'articuler. Est-ce que je suis capable d'aimer à nouveau de la même façon? Est-ce que je suis capable de la même intensité, de la même présence, du même abandon qu'avec cette personne avec qui j'ai tout vécu? La réponse de Jung serait à la fois rassurante et exigeante. Non, tu ne peux pas aimer à nouveau de la même façon. Parce que tu n'es plus la même personne. Parce que chaque grande relation nous transforme et transforme notre façon d'aimer. La façon dont tu aimais avant cette relation et la façon dont tu aimes après ne sont pas les mêmes, même si elles se ressemblent en surface. Quelque chose a changé dans l'architecte de ta capacité relationnelle. Mais ce changement n'est pas nécessairement une perte. Il peut être une profondeur gagnée, une capacité accrue à la nuance, à la complexité, à la réalité des autres plutôt qu'à leur idéalisation. Il peut être une connaissance de soi plus précise, qui permet de s'engager différemment, moins naïvement peut-être, mais pas moins pleinement. Et il y a quelque chose d'autre. Certaines des choses que cette grande relation a réveillées en toi,
certaines parties de toi qu'elle a fait émerger, peuvent maintenant exister autrement, dans d'autres contextes, avec d'autres personnes. Pas de façon identique, mais de façon réelle. La capacité à te montrer vulnérable, si cette relation l'a développée, ne disparaît pas avec elle. La capacité à être pleinement présent, si elle a grandi dans cet espace, peut continuer à grandir ailleurs. Ce que la relation a cultivé en toi t'appartient maintenant. C'est peut-être le plus grand cadeau que font les relations dans lesquelles on a tout vécu. Elles ne prennent pas seulement, même quand la séparation fait mal. Elles laissent aussi. Elles laissent des capacités. Elles laissent une connaissance. Elles laissent une profondeur. Et cette profondeur, portée avec conscience, portée avec le courage de vraiment regarder ce que la relation a été et ce qu'elle t'a enseigné sur toi-même, devient la fondation à partir de laquelle quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d'aussi réel peut finalement être construit. Ijumemar. Ce que tu dois vraiment entendre maintenant. Revenons à toi, à cette personne avec qui tu as tout vécu, avec qui peut-être tu ne vis plus les mêmes choses aujourd'hui, avec qui la relation a changé de forme, s'est compliquée, s'est éloignée, ou s'est transformée en quelque chose d'indéfinissable. Si tu es honnête avec toi-même, vraiment honnête, tu sais que cette relation occupe une place dans ta psyché qui ne correspond pas à ce que le monde te dit qu'elle devrait occuper à ce stade. Le monde te dit que si c'est terminé, ça devrait être terminé, que si des années ont passé, tu devrais avoir avancé, que si tu as une vie qui fonctionne, cette présence intérieure devrait s'être atténuée. Et pourtant, elle est là, d'une façon ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. Je veux que tu entendes ceci directement. Cette présence n'est pas un échec. Elle n'est pas une preuve que tu es incapable de guérir ou d'avancer. Elle est la preuve que quelque chose de réel s'est passé. Quelque chose qui t'a changé. Quelque chose qui fait partie de qui tu es. Jung aurait dit que la tâche n'est pas de faire disparaître cette présence par la force de la volonté. La tâche est de comprendre ce qu'elle porte, ce qu'elle essaie encore de te dire sur toi-même, sur ce dont tu as besoin, sur ce que tu n'as pas encore pleinement regardé ou intégré. Cette présence intérieure est un message de ton inconscient. Et comme tous les messages de l'inconscient, il mérite d'être entendu plutôt que combattu. La relation continue, peut-être pas dans le monde extérieur, peut-être pas de la façon dont elle existait avant, mais dans la psyché, dans l'inconscient, dans la façon dont tu es construit aujourd'hui. Et c'est là, dans cet espace intérieur, que se fait le vrai travail. Pas le travail de l'oubli, le travail de la compréhension, le travail de l'intégration, le travail de devenir, grâce à tout ce que vous avez vécu ensemble, un peu plus pleinement toi-même. Et ce travail-là, même s'il est souvent douloureux, même s'il prend du temps, même s'il n'a pas la forme que tu aurais voulu qu'il ait, c'est le seul qui produit quelque chose de durable, le seul qui change vraiment quelque chose. Le seul qui fait que tout ce que vous avez vécu ensemble, toute la beauté et toute la difficulté, et tout ce qui ne s'est pas passé comme prévu, continue à avoir un sens, continue à contribuer à qui tu es en train de devenir. Jung disait que l'être humain n'est pas simplement le produit de son histoire. Il est quelqu'un qui peut prendre son histoire et en faire quelque chose, pas la renier, pas l'effacer, mais la transformer par la conscience, par le courage de la regarder vraiment, en une fondation pour quelque chose de plus grand. C'est ce que les grandes relations, celles dans lesquelles on a tout vécu ensemble, nous offrent si on accepte de faire ce travail. Non pas simplement des souvenirs, mais une transformation. Non pas simplement une histoire, mais une profondeur nouvelle de soi-même. Et cette profondeur-là, personne ne peut te l'enlever.